Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour vous parler des énergies de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Taureau. Ça se passera le 8 mai à 5h21 heure de Paris, 3h21 temps universel. Alors comme vous pouvez le constater, ça se passera plus précisément à 18 degrés 02 de notre premier signe fixe dans la roue du zodiaque euh, qui fait partie des signes du printemps, en succédant au Bélier juste avant le Gémeaux. Comme vous pouvez le voir ici, si on enlève les aspects aux angles et les aspects mineurs pour ne garder que l'essentiel, le ciel semble plutôt bleu. Même si la véritable météo à certains endroits de la carte de France se veut un peu moins clémente, il faut dire que c'est vraiment difficile de nettoyer son potager quand il pleut 2 jours sur 3. Ici, le ciel astral nous dit que finalement les choses ont l'air d'aller plutôt bien si on veut bien regarder les choses sous un angle positif. Et c'est justement ce à quoi le taureau nous invite dans sa saison. Si on se réfère au chapitre de la carte en un coup d'œil, sous un ciel français, je précise parce que là je vais vous parler de la domification, nous voilà relativement autonomes et indépendants au début de cette lunaison. En tout cas, c'est une théorie, hein. Il semble que nous soyons tous affairés, j'ai envie de dire, hein, puisque on est dans le signe du taureau, le sens des affaires. Nous sommes tous affairés à nos petites tâches et peut-être peu présents pour les autres. Ce serait la théorie d'une carte qui présente, comme vous pouvez le constater sur la carte de France, toutes les planètes à gauche. On appelle ça l'hémisphère Est, je pense. C'est toujours inversé. Et comme vous pouvez le constater ici sur la carte de Paris, en plus, avec un ascendant bélier, c'est une double dose. Je suis occupée, je trace mon chemin, je n'ai pas trop le temps pour m'occuper de toi. Tu arriveras bien tout seul. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt nos vaches, qui broutent dans l'herbe. Nouvelle lune en taureau oblige. La première chose qu'on peut observer, c'est le beau stellium ici, dans le signe du taureau. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un stellium? Un stellium, c'est ce qu'on appelle. Alors, vous avez dans la théorie des aspects et des figures ce qu'on appelle l'amas planétaire. L'amas planétaire, c'est quand vous avez un groupe de trois planètes qui sont assez collées l'une à l'autre, et plus particulièrement en plus quand ça se passe dans le même signe. Et on va parler de stellium, en tout cas, c'était une théorie que j'avais entendue. On va parler de stellium quand on a minimum quatre planètes dans le même signe. Et c'est ce qui se passe ici, puisqu'on a seulement, non seulement quatre planètes, mais ici on en a cinq. Nous avons Vénus en taureau, le Soleil, la Lune, ça c'est le principe de la nouvelle Lune, quand le Soleil et la Lune sont côte à côte sur le même degré et la même minute. Mais nous avons aussi Jupiter et Uranus. Comme vous le savez, nous venons de vivre, il y a très peu de temps, la fameuse conjonction Jupiter-Uranus qui n'arrive que tous les 14 ans. Dans les grandes lignes, pour traduire, cela veut simplement dire qu'avec le Soleil, nous avons la volonté, la Lune, la sensibilité, Vénus, le cœur et les sentiments. Euh, Tout ce package-là, déjà, hein, qu'on appelle des planètes de l'individu. La planète Jupiter représente la joie, l'épanouissement, la croissance. Uranus représente l'originalité, la modernité, l'indépendance. Tout ça se place en mode taureau. Quelque part, on peut dire qu'on oscille entre effort et réconfort, travail et plaisir, labeur et gourmandise. Bref, l'idée, c'est qu'on peut s'amuser à interpréter tout ce petit monde-là avec tout le vocabulaire du taureau, qu'il soit au positif ou au négatif. Bien que le négatif serait plus visible, j'ai envie de dire, s'il y avait un petit trait rouge quelque part qui le relie à une autre planète, notamment dans un signe fixe. Mais ici, on voit bien que c'est bleu. Il y a juste un petit élément trompeur, pas bien méchant, mais je vous explique après en quoi il consiste. D'abord, l'idée, c'est de revenir sur le fameux vocabulaire du taureau. Tentons de rendre l'interprétation pédagogique. Ici, on est dans une saison où on immortalise le printemps, hein. Je vous rappelle, le signe du taureau, c'est un signe qui se veut affectueux, calme, plutôt charnel. Il est assez casanier, conservateur. Il apprécie tout ce qui est confortable, satisfaisant, hein. C'est l'épicurien du zodiaque, j'ai presque envie de dire, hein, avec sa force tranquille, hein. C'est un jouisseur de la vie, après l'effort, le réconfort. Donc c'est peut-être une période où on peut profiter de tout ça et en même temps, on n'en oublie pas notre sens des affaires, notre sens des acquis, notre sens du bonheur.
Hein, le taureau, j'ai envie de dire, c'est presque le signe qui a plus la notion du bon sens. C'est un bon vivant et on jouit par les cinq sens, hein, c'est-à-dire l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, le toucher. Hein, donc, c'est vraiment j'ai envie de dire quand même une période assez agréable. Hein, on savoure, on fait une pause après l'énergie frénétique du bélier. Ensuite, dans l'analyse d'une carte, ce qu'on peut regarder, c'est comment sont aspectés. Aspectés, c'est les angles, les aspects que la nouvelle lune reçoit. Comment sont aspectés le soleil et la lune? Hormis les conjonctions de Vénus et Jupiter, comme vous pouvez le voir ici, hein, on a donc le Soleil et la Lune qui sont tous les deux conjoints à la fois à Vénus, à Jupiter, mais aussi à Uranus. En plus, ici, ce qui était très intéressant, c'est que Vénus est justement chez elle, elle est en domicile dans le Taureau, hein, avec ses sentiments positifs et sereins. Moi, ce que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est le fameux sextile, ici que vous pouvez voir, Soleil sextile Saturne, Lune sextile Saturne, hein, ça va être la même chose finalement. Donc ce petit paquet-là, qu'est-ce que sur le fond, alors quand on analyse des aspects, c'est bien d'abord, avant de se faire mal au cerveau en se demandant, tiens, qu'est-ce que ça veut dire un soleil sextile Saturne, qu'est-ce que ça veut dire une lune sextile Saturne, d'abord on prend les signes de fond. Qu'est-ce que ça veut dire un sextile entre le taureau et le poisson? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Qu'est-ce qui les différencie? Les points communs entre le taureau et le poisson, moi j'aime bien dire que c'est d'abord le sens de la beauté, du calme, de la paix intérieure, de la contemplation. Donc peut-être que ce seraient des sujets sur la table. Profitons de cette accalmie. Que part finalement nous sommes dans le mois des jours fériés, hein, où quelques-uns s'offrent un peu de bon temps. Et si vous en faites partie, vous avez bien raison. La présence de Saturne en poisson nous impose quelque part le devoir, c'est le principe de Saturne, mais peut-être que c'est en théorie un devoir bien consenti, un peu de souplesse, puisqu'il se trouve dans un signe mutable. Donc la réflexion est, tiens, par rapport à tout ce taureau qui pourrait être un peu rigide et trop matérialiste, ça ouvre d'autres portes, ce Saturne en sextile. Il permet un peu de souplesse. Euh, c'est pas finalement tellement mauvais par rapport à l'entêtement qu'on pourrait retrouver, qu'on risquerait de retrouver avec cinq planètes en taureau. Et au-delà de l'intérêt personnel que le taureau peut porter en lui, la réflexion de Saturne en poisson nous sort un peu du matériel et nous autorise un peu de sagesse spirituelle. On peut, j'ai pensé ce matin, quand j'étais sur un trajet en voiture, qu'on on peut regarder les choses dans deux sens différents. C'est-à-dire que au début, j'avais interprété ça comme Saturne nous apprend en poisson à nous poser, nous reposer, nous ressourcer, à lâcher prise. Alors, quelque part, le taureau est aussi un signe qui est capable de se poser, mais c'est un signe d'effort et toujours de travail et de labeur. C'est même un signe très acharné quand il n'a pas fini ce qu'il s'est mis comme objectif de terminer. Tant qu'il n'a pas de résultat, il continue son labeur. Et donc peut-être que Saturne en poisson vient sonner l'alarme pour celui qui est trop incarné dans le travail et le labeur. C'est une première possibilité d'interprétation. À se poser et surtout à accepter, c'est là la souplesse spirituelle du poisson, qu'on ne peut changer ce qui ne peut pas être changé, et en même temps percevoir un peu d'espoir sur ce qui peut l'être. Ça peut être ça aussi la différence entre le taureau qui garde à tout prix et le poisson, malgré son incertitude et ses doutes, dispose à ses heures d'un cœur exalté qui veut bien croire que demain, ça ira mieux. Si vous êtes trop dans le poisson, trop déjà dans la contemplation, euh, il y a un risque inverse, paradoxal, surtout avec beaucoup de planètes en taureau, si vous êtes justement en mode pause du taureau et qu'en plus vous avez des planètes en poisson dans votre thème astral qui impliquent déjà une grande partie de rêve et d'imagination, eh bien peut-être que c'est le contraire. Toutes ces planètes en taureau, le dynamisme de Jupiter et aussi le dynamisme et l'électricité d'Uranus, la volonté et la sensibilité de- d'être capable de se mettre en effort, tout ça en taureau,
Saturne qui sonne l'alarme du poisson de dire ne t'endors pas trop non plus, eh ben, peut-être que c'est un moment aussi pour se mettre en énergie. En fait, c'est un sextile constructif qui peut servir dans un sens comme dans l'autre. À vous de voir comment ça vous parle. En tout cas, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on est sur une énergie en théorie relativement yin, bien que j'émets encore une réserve avec le fait que Jupiter et Uranus soient dans cette partie et qu'ils apportent quand même un peu d'énergie. Donc ça, c'était déjà pour un petit peu, globalement, en quelques mots, faire une interprétation de tout ce paquet en taureau, en sextile à Saturne, en poisson. Après, si on regarde les autres planètes dans l'ordre hiérarchique, on peut mettre notre curseur sur Mercure pour constater que alors là, il faut faire attention à vos yeux, hein. Vous avez l'impression que Mercure est en taureau. Moi, je me suis fait avoir tout à l'heure. J'ai eu le piège. J'ai cru qu'à un moment donné, Mercure était en taureau. Mais en fait, non, il est toujours en bélier. Si vous suivez la petite patte ici, violette qui va avec Mercure, vous constatez que Mercure est toujours en bélier, puisqu'il vient de traverser une longue période de rétrogradation de 3 semaines dans le signe du bélier. Donc, normalement, Mercure en bélier, ça nous donnait un esprit vif, un esprit dynamique, un esprit franc, actif, avec plein d'idées, mais le fait qu'il était rétrograde, peut-être que tout ça était un petit peu en marche arrière. Là maintenant, Mercure vient de reprendre sa marche directe, il avance, il revient dans son dynamisme, et par contre, il est toujours conjoint à Chiron. Donc moi, j'ai imaginé ça comme la continuité d'une réflexion sur peut-être encore quelques blessures d'ego. Peut-être que Mercure, avec Chiron à côté, se demande comment s'y prendre encore un petit peu pour affirmer son identité. Et peut-être que Mars, qui vient de rentrer tout de suite très récemment plutôt en bélier, va enfin pouvoir l'aider à passer à l'action, étant donné qu'il vient lui-même de rentrer chez lui dans son domicile. Après 2 mois de Mars en poisson, peut-être que c'est maintenant que le printemps commence réellement. Allez savoir. Alors quelque part, on est sur deux énergies, ça va servir à la fois aux yin qui veulent se poser avec tout ce paquet en taureau et Saturne en poisson, et ça peut servir aussi aux yang avec Mercure qui est toujours en bélier et Mars qui redonne un peu de dynamisme. Voilà seulement, il faut bien comprendre qu'au moment de la nouvelle lune, Mars, comme vous pouvez le constater, si on clique dessus, on voit qu'il est toujours en conjonction à Neptune. Donc, quand Neptune touche Mars, c'est souvent un peu d'affaiblissement de l'énergie, hein, puisque Neptune, c'est quand même la planète du poisson qui aime bien endormir, faire rêver, imaginer. Ça peut être très créatif, bien évidemment, mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'en général, on n'est pas en grande, grande forme. On peut être un peu fatigué. C'est pour ça que quelque part, j'ai presque l'impression, avec ce Mars qui sort du poisson, c'est comme si on sortait de l'hiver seulement maintenant, alors que ça fait déjà un bon mois que le printemps a commencé. Et donc, au moment de la nouvelle lune, ils sont toujours côte à côte, mais voilà, c'est ce qu'on appelle une conjonction dissociée, puisque Mars est en bélier, Neptune est en poisson. Mars va plus vite que Neptune, donc il va commencer tout doucement à s'éloigner, il va avancer, et donc la conjonction euh, va se dissoudre, j'ai envie de dire, et donc Mars sera plus libre pour s'énergiser sur ce qu'il a envie sur ce quoi il a envie d'agir. Je vais y arriver. D'autant plus que ce Mars, si on regarde tous les aspects qui le concernent, on peut constater qu'il est en sextile à Pluton, ici en Verseau, hein. Donc sur le fond, en théorie, le Bélier et le Verseau sont bien en sextile, et on peut parler d'un vrai sextile entre ces deux-là quand on a deux planètes plus ou moins sur les mêmes degrés. Donc ici, on a Pluton à 2, Mars à 5. Ça octroie quelque part une force supplémentaire, hein, parce que ce sont deux planètes d'énergie, Mars et Pluton, qui sont ici en harmonie constructive, hein. Les idées profondes et avant-gardistes du Verseau, avec Pluton à l'intérieur, peuvent plaire à Mars en Bélier qui aime conquérir de nouveaux territoires. Il y a quelque part aussi une forme de domination saine de Pluton en Verseau qui vise à canaliser peut-être l'action individualiste du bélier pour qu'elle profite aussi au collectif. Donc c'est là où ça peut être constructif parce que l'un va avoir la force d'agir, l'autre va avoir la force des idées profondes et qui servira le plus grand nombre. Et je me suis imaginé aussi, entre le bélier et le verseau, qui hébergent ces deux planètes de force, on peut aussi voir d'un point de vue personnel, si on veut faire de l'astrologie individuelle, bah, le bélier peut-être comment agir pour son futur par rapport au fait que, il est en connexion avec le Verseau qui vit plus souvent son présent dans le futur. Hein, le Verseau, c'est un signe de projection. Donc il y a toute cette énergie profonde qui est en marche, j'ai envie de dire.
Et puis, si on revient par rapport à la hiérarchie des planètes, quand on passe de Mars, on va passer à Jupiter. Si on revient sur Jupiter, on peut voir aussi que lui, de son côté, en plus de sa présence au milieu de ce paquet, il est en sextile à Neptune en Poisson, hein, puisque Jupiter, au moment de la nouvelle Lune, est à 25,48, Neptune est à 29,08. Là aussi, c'est très intéressant, ces deux planètes qui sont liées. Jupiter et Neptune, ce sont les deux, j'ai envie de dire, les plus illimités de tout le zodiaque, hein, qui ont en commun l'aspiration, l'idéalisme, des joies exaltées, mais dans des signes yin, ça reste des bonheurs simples. Jupiter permet peut-être même, je me suis imaginé, pour certains, de matérialiser certains rêves en touchant Neptune, allez savoir. Et si on ajoute à ça bah, le fameux sextile Mars-Pluton, peut-être que ce sextile-là peut même aider à concrétiser. Alors, ce Jupiter sextile Neptune va surtout concerner toutes celles et ceux qui ont une planète. Alors ici, si on voit au moment de la nouvelle lune que Jupiter est à 25, on peut se dire entre 25 et 29, mais Jupiter va avancer. Le sextile parfait aura lieu même le 24 mai, quand Jupiter sera aussi à 29 degrés du Taureau. Il sera à ce moment-là en sextile à 29 degrés de Neptune. Et donc, peut-être que ça concernera surtout les personnes qui ont une planète, bah, soit en taureau, soit en poisson, ou même dans n'importe quel signe yin, hein, c'est-à-dire un signe de terre ou un signe d'eau, parce que quelque part, il y aura certainement une connexion avec les deux signes ici. Donc ça vous concernera. Bah, si vous avez une planète à 29 degrés d'un signe yin, vous devriez pouvoir bénéficier quelque part peut-être de ce sentiment d'idéalisme, que les choses sont possibles, qu'il y a peut-être matière à entreprendre certaines choses. Et dans la douceur, pourquoi pas. Je vous rappelle ici, vous êtes sur la chaîne d'Astrophilosophe, Flo Bisounours, là où on imagine une météo astrale relativement positive, même quand il y a du rouge, j'arrive toujours à vous le transformer. Si vous cherchez du négatif, ben, je vous laisse allumer les informations, l'actualité, ça ne manque pas. Mais si vous avez envie de changer de registre et voir les choses un peu plus bleues que rouges, ben, bienvenue ici. Un autre point qu'on pourrait aussi s'amuser à décortiquer, si on met notre curseur sur Saturne, on a vu qu'il était en sextile au Soleil, en sextile à la Lune, mais il est aussi en sextile à Uranus, au-dessus de lui. Ça, c'est un super sextile pour ceux qui ont la chance d'avoir, j'ai envie de dire, encore une fois, une planète en Taureau ou en Poisson, d'abord entre, j'ai envie de dire, allez, entre 16 et 19 degrés, hein. Vous voyez qu'ici, Saturne est à 17, Uranus est à 22, donc on va même aller plus loin, on va dire entre 17 et 22 degrés précisément, peut-être que ça vous parlera. Ce sextile, c'est un symbole d'un formidable pont entre le passé de Saturne et le futur d'Uranus. C'est un aspect qui envisage d'ouvrir les voies vers le progrès, le changement, un chemin qui se construit vers plus de liberté, plus d'oxygène, plus d'espace, mais sans pour autant bousculer l'ordre et la sécurité qui sont déjà établis avec Saturne. Donc ça aussi, ça peut être super intéressant à observer dans votre thème si ça vous parle. Et enfin, le fameux dernier aspect trompeur que j'avais envie de vous parler pour la fin, le fameux trigone qu'on voit ici entre Jupiter et Pluton. Pourquoi c'est un trigone trompeur? Parce que sur le fond, le Taureau qui héberge Jupiter et Pluton, enfin, et le Verseau qui héberge Pluton, ne sont pas des signes en trigone parce qu'ils n'appartiennent pas au même élément. Ce sont des signes en carré parce qu'ils appartiennent au mode fixe. Donc on pourrait se dire, tiens, est-ce qu'il y a une tension entre Jupiter et Pluton plutôt qu'un beau trigone? Et pourquoi il y a ce trigone? C'est ce qu'on appelle un trigone dissocié. Alors c'est là où il y a une bonne nouvelle finalement. Peut-être que vous vous sentez aspirer à manifester des idées, des échanges, des partages, parce que le vrai trigone, ce serait, j'ai envie de dire, quand Jupiter sera en Gémeaux, au début du Gémeaux, et là, il formera son vrai trigone à Pluton en Verseau, et c'est ce qui va arriver bientôt, puisqu'on sait que Jupiter, en fait, il va rentrer en Gémeaux le 26 mai, donc d'ici là, on aura le temps d'en reparler. Donc finalement, même si c'est un trigone dissocié, il faut savoir que il va se former de plus en plus vers un vrai trigone quand Jupiter rentrera en Gémeaux. Donc là, je pense qu'on aura le temps d'en reparler d'ici le mois prochain, probablement. Voilà ce que j'avais envie de vous présenter dans les grandes lignes pour ces énergies de cette nouvelle lune. Je vois pas grand-chose à ajouter en plus. On va laisser le ciel comme il est, hein. En tout cas, je vous souhaite que
votre vie soit aussi clémente que le présente cette nouvelle lune. Si vous avez besoin d'en savoir plus sur votre propre thème astral, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets le lien de mon blog en dessous, vous avez toutes les formules d'accompagnement. Si vous voulez un coaching aussi avec ou sans les astres, il n'y a pas de souci. Ou si vous voulez encore apprendre l'astrologie, je vous rappelle que j'ai mes formations pour vous accompagner en toute autonomie avec fun, structure et simplicité. Donc voilà, je vous souhaite une belle et heureuse nouvelle lune en taureau. Prenez bien soin de vous et savourez la vie à sa juste mesure. À bientôt!